Bonjour chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de l'électrostatique. Voilà un exercice très intéressant, un peu difficile, de calcul de champ électrostatique et de potentiel électrique par la méthode directe. On va s'intéresser au cas d'un cône qui est chargé en surface. Donc uniquement la partie surfacique du cône qui est chargée, c'est cette surface-là, qui est chargé avec une densité surfacique sigma entre le cercle de rayon R1 et le cercle de rayon R2. Donc voilà l'exercice, vous avez un cône d'angle au sommet alpha et de demi-angle de sommet alpha et de demi-angle au sommet alpha limité, limité par deux rayons R1 et R2. Bon, on va s'intéresser en fait à cette partie-là. Elle est chargée en surface, C'est la partie surfacique qui est chargée. D'accord? Bon, le cône chargé en volume, il est beaucoup plus simple. Je l'ai déjà traité sur la chaîne. Bien. Ce système est chargé avec une densité surfacique qu'on va supposer uniforme. D'accord? Et on vous demande des questions suivantes. Précisez la direction, le sens du champ électrostatique au point O lorsque sigma est positif, sigma est négatif. Et tout simplement, essayez de calculer le champ créé par ce cône au point O. Vous avez deux méthodes, soit en utilisant le champ créé par une boucle circulaire, par un cercle, chargé avec une distribution linéaire lambda, soit par la méthode directe, c'est-à-dire calculer directement le champ au point O en prenant un élément de charge D2Q qui crée un champ D2E et faire le calcul. Et dans la troisième partie, essayez de déterminer le potentiel au point O. Donc voilà l'exercice. Essayez de le travailler, c'est pas évident, donc il faut bien comprendre la méthode de calcul du champ électrique par la méthode directe. Bien, comme n'importe quel exercice de calcul de champ électrostatique, la première étape, c'est toujours la symétrie. Ça, je ne sais pas combien de problèmes d'électrostatique j'ai traités sur la chaîne et j'insiste toujours sur ce point-là. Eh bien, si vous avez un cône de révolution de sommet O, vous voyez bien qu'OX est un axe de symétrie. Donc, OX égale axe de symétrie. Donc, on peut dire tout de suite, donc, le champ total au point O, parce que O appartient à l'axe de symétrie, va être suivant EX. Bien sûr, ça c'est algébrique. Suivant plus ou moins, ça dépend des signes des charges. Vous pouvez déterminer ça par les symétries. Soit, bien sûr, vous pouvez utiliser aussi ce qu'on appelle les plans de symétrie. Vous avez la X, donc on va dire X, Y, donc celui-là on va l'appeler Y et celui-là on va l'appeler Z. Et vous voyez bien, ou bien, on peut donner deux plans de symétrie. Et vous voyez bien, toujours qui contient le point où on veut calculer le champ. Vous voyez bien que le plan OXY et OXZ sont deux plans de symétrie. Deux plans de symétrie. Le champ appartient à l'intersection des deux plans. Quelle est l'intersection des deux plans? C'est l'axe des X. Donc, on retrouve notre champ au point O, c'est E suivant EX. Bien sûr, si sigma est positif, ça sera suivant moins EX. Si sigma est négatif, ça sera suivant plus EX. C'est toujours la charge. Si la charge est positive, le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Si la charge est négative, le champ est dirigé vers la charge. Bien. Maintenant, passons au calcul. Donc là, je vais commencer par la première méthode, c'est-à-dire le calcul direct. Je ne vais pas utiliser le champ créé par un cercle. Je vais le faire tout à l'heure. Eh bien, la méthode directe, on connaît déjà la direction du champ total par symétrie. Donc, il suffit de prendre un élément de charge quelconque de la surface. Je l'ai pris ici. Voilà mon élément de charge D2Q, qui est par définition, puisque j'ai une densité surfacique, c'est sigma D2S. Et par définition, un élément de charge D2Q crée un champ D2E qui est par définition D2Q sur 4pi y0 U sur R carré. U, c'est le vecteur unitaire dirigé de l'élément de charge vers le point où je calcule le champ, donc c'est votre vecteur unitaire U. Et R, c'est la distance, c'est cette distance-là entre l'élément de charge et le point O. Avec bien sûr D2Q, c'est sigma, et cet élément de surface, je note cette distance-là grand R, donc c'est grand R
d de θ, c'est cet élément de longueur, fois d de r. Donc cet élément de surface, hein, bon, j'ai noté ici r et d de θ. Donc ça c'est grand R d de θ, et cet élément de surface, l'épaisseur c'est d de r. Donc l'épaisseur c'est d de r. Bien. Voilà, maintenant, par symétrie, le champ est suivant OZ. Donc, on s'intéresse juste à la projection du champ total suivant l'axe OZ. Donc, ce qui nous intéresse, c'est D de Q sur 4pi epsilon 0 cosinus alpha sur R carré. Donc, D de E scalaire OZ, c'est U scalaire EX, pardon. U scalaire EX. Voilà, c'est donc là on cherche le module, hein, donc le module c'est cosinus alpha, c'est non EX normalement, c'est cosinus pi moins alpha, c'est moins, normalement avec un signe moins, mais donc là on s'intéresse à cet élément-là, ce champ D de E. Voilà, bien, très bien. Donc voilà D de EZ, donc cosinus alpha sur R carré, bien sûr on va remplacer D de Q par sigma grand R, donc sigma grand R d de θ fois cosinus alpha sur 4pi epsilon 0 r carré. Bien, donc je vais noter tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que d de E est égal à quoi? Est égal à sigma. Donc je vais intégrer tout de suite d de θ. Θ varie entre 0 et 2pi, donc il va me rester sigma grand R fois cosinus alpha sur 2 epsilon 0 r carré. Hein, l'intégrale d de θ, ça va donner 2pi, et on va simplifier tout de suite par cet élément 2pi. Très bien. Maintenant, il nous faut intégrer ceci. D'accord? Donc là, je dois essayer, il me manque quelque chose, je pense. D de R, oui, il me manque sigma, il me manque D de R. 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 Voilà. Or, vous voyez que, ici sur le schéma, vous voyez bien que sinus alpha, c'est grand R sur petit r. Donc, on a sinus alpha, c'est grand R sur petit r. D'accord? Donc, on va... puisque R, sinus alpha, c'est grand R sur petit r. Voilà, donc, et donc grand R, c'est petit r fois sinus alpha. N'oubliez pas que alpha, c'est une constante. Hein. Alpha, vous voyez bien que, quel que soit le disque que je prends ici, vous avez toujours l'angle alpha, c'est le même. Donc alpha, il est constante. Donc si alpha est constant, je vais d de grand R, ça me donne sinus alpha fois d de R. Voilà. Maintenant, je reviens à mon champ T de E, égal, et je vais remplacer grand R sur petit r par sinus alpha. Donc, R carré, je vais le multiplier, je vais l'écrire R fois R. D'accord? Bien, voilà, donc j'ai remplacé grand R sur petit r par sinus alpha. Donc, cosinus alpha, il me reste D de R sur R. Très bien. Or, je viens de montrer que d de R, c'est sinus alpha fois d de grand R, sinus alpha fois d de R. Donc, je divise par grand R les deux côtés. Or, sinus alpha sur grand R, c'est 1 sur petit r. Et je retrouve cette relation intéressante qui est la différentielle de grand R sur grand R, c'est différentielle de petit r sur petit r. Donc, je peux remplacer ici à d de E. En fait, tout ça pourquoi? Parce que je connais ici le rayon minimum que grand R1 et grand R2. Comme ça, je vais intégrer grand R. Voilà, le rayon grand R, il varie entre R1 et R2. Donc voilà, je vais remplacer D de R sur R par sigma sinus alpha cosinus alpha sur 2 epsilon 0 D de grand R sur grand R. Donc j'intègre tout simplement à la fin. J'intègre ça, et ceci varie entre R1 et R2, et ça me donne sigma, sinus alpha, alpha on a dit c'est une constante, sur 2 epsilon 0, ln de R2 sur R1. Voilà mon fameux champ calculé
au point O. Donc là, je rappelle, c'est le module qu'on a calculé. Hein. Normalement, il est suivant moins EX lorsque sigma est positif. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu pas évident. Hein. Donc il faut bien paramétrer un élément de surface. Hein. Donc bien savoir ce que c'est qu'un élément de surface en coordonnées polaires. Ensuite, bien comprendre que alpha, c'est un angle qui est constant. Et après, vous voyez que vous avez r qui varie, petit r qui varie. Donc, il faut tout exprimer en fonction de petit r ou bien en fonction de grand R. Donc, j'ai tout exprimé en fonction de grand R, puisque je sais que grand R varie entre R1 et R2. Et voilà le champ total par la méthode directe. Bien. Maintenant, on va essayer de le calculer par une deuxième méthode. Bon, cette deuxième méthode, je vais utiliser le champ créé par un cercle. Bon, je le rappelle brièvement. Si vous avez un cercle OZ, c'est un axe de symétrie. Donc, le champ va être suivant OZ. Un cercle, bien sûr, chargé avec une distribution linéaire lambda. Hein. Donc, vous avez un élément de charge D2Q. Comme d'habitude, nous donne un champ D2E qui est D2Q. Donc, mon vecteur unitaire U, distance R. D2Q sur 4 pi epsilon 0 R carré suivant U. Ça, c'est la définition. Par symétrie, il est suivant OZ. Donc, je calcule juste D2E scalaire OZ qui est D2Q cosinus alpha. Là aussi, le calcul est simple parce que si j'intègre sur le cercle, petit r reste constant, l'angle alpha, il est constant. Donc, tout ça, c'est constant. Donc, si j'intègre directement D2Q qui va me donner la charge totale Q, qui est la charge totale du cercle. Or, la charge totale d'un cercle, lorsque lambda est constante, c'est lambda fois la longueur fois 2πr. Et donc, je retrouve le champ créé par un cercle qui est celui-là. Donc, c'est lambda grand R cosinus à cercle de rayon grand R. Hein, cercle de rayon grand R. C'est le champ créé à une distance petit r. C'est lambda grand R cosinus alpha sur 2 epsilon 0 R carré. Bon, on peut l'écrire encore en remplaçant sinus alpha. Donc, vous voyez bien que sinus alpha, c'est grand R sur petit r. Donc, en remplaçant grand R sur petit r par sinus alpha, ça me donne lambda sinus carré alpha cosinus alpha sur 2 epsilon 0 grand R. Donc voilà le champ créé par un cercle. Par exemple, si je prends ce cercle-là de rayon grand R, je sais que le champ créé par ce cercle au point O, ça sera lambda sinus carré alpha cos alpha 2 epsilon 0 fois grand R. Maintenant, comment utiliser le champ créé par un cercle pour déterminer le champ créé par le cône chargé en surface? Eh bien, ça c'est classique, on peut l'utiliser dans plusieurs domaines, par exemple, je l'ai utilisé dans plusieurs cas, dans plusieurs exercices sur la chaîne, ce type de calcul. Donc je vais partager cette surface du cône en plusieurs cercles élémentaires. Voilà mon cercle élémentaire. Un cercle élémentaire de rayon grand R et d'épaisseur D de R. Ah, voilà. Je prends un cercle de rayon grand R et d'épaisseur D de R. Voilà mon élément de charge maintenant D de Q. Or, je connais déjà le champ créé par un cercle de rayon grand R. Donc, je peux dire tout de suite que le champ créé par ce cercle de rayon grand R et d'épaisseur D de R, ça sera lambda sinus carré alpha cosinus alpha sur 2 epsilon 0 grand R suivant U. Donc, voilà mon vecteur unitaire U. En fait, il fallait orienter l'axe des x, comme ça c'est plus simple. Suivant EX, allez, on va dire suivant EX. D'accord? Voilà. Bien sûr, si lambda est positif, si lambda est négatif, ça sera dans le sens opposé. Donc voilà le champ créé par ce cercle. D'accord? Donc c'est un cercle de rayon grand R, d'épaisseur D de R. Maintenant, l'étape cruciale dans ce type de calcul, c'est tout simplement comment passer d'une distribution, un cercle chargé avec une distribution linéaire lambda, à un cercle d'épaisseur D de R chargé avec une densité surface X sigma. C'est-à-dire, il faut trouver la relation entre lambda et sigma. Et bien, pour trouver la relation entre lambda et sigma, il suffit d'écrire l'élément de charge D de Q dans les deux configurations, dans les deux définitions. Donc, si je prends un cercle de rayon grand R, chargé avec une distribution linéaire lambda, par définition, D de Q, c'est lambda fois D de L. Or, D de L pour un cercle, c'est grand R fois D de θ. Donc, c'est lambda grand R D de θ. Si je prends un cercle d'épaisseur grand R et d'épaisseur D de R, j'ai un élément de surface cette fois-ci. Et toujours, mon élément de charge D de Q, ça sera sigma fois D de S. Et D de S, c'est quoi? C'est R D de θ fois D de R. D de R, c'est l'épaisseur du cercle.
Et je fais l'égalité des deux éléments de charge et je trouve tout de suite que lambda est égal à sigma d de r. Donc, je peux dire tout de suite que ce champ d de E, que j'ai calculé, est égal à quoi? Donc, ce champ d de E, ce sera sigma. Je vais remplacer lambda par sigma fois d de R. Donc, sigma fois d de R, sinus carré alpha, cosinus alpha, sur quoi? Sur 2 epsilon 0, 2 epsilon 0, grand R. Voilà. Eh bien, après, il suffit d'intégrer tout simplement. Donc là, on va remplacer par exemple sinus alpha par grand R sur petit r ou non, donc comme d'habitude, comme tout à l'heure. Non, tout simplement comme tout à l'heure, j'ai sinus alpha c'est grand R sur petit r, ça veut dire petit r égale à grand R sur sinus alpha. Et comme sinus alpha c'est une constante, donc je vais remplacer d de r, ça sera d de grand R sur sinus alpha. Donc ça sera sigma sinus carré alpha cosinus alpha sur 2 epsilon 0 grand R. Je vais remplacer d de r par d de grand R sur sinus alpha. Voilà, sinus alpha avec sinus va se simplifier et vous voyez bien que le champ devient facilement, devient quoi? Donc devient d de E est égal, donc d de E est égal, donc sigma sinus alpha cosinus alpha, sigma cosinus alpha sinus alpha sur 2 quoi? 2 epsilon 0 et là je retrouve d de grand R sur grand R. Maintenant je passe à l'intégrale entre bien sûr R1 et R2, l'intégrale entre R1 et R2, puisque alpha est une constante, et je retrouve la même méthode. Le champ au point O, c'est sigma cosinus alpha, sinus alpha sur 2 epsilon 0, ln de R2 sur R1. Voilà mon fameux champ par les deux méthodes. À vous de choisir la méthode la plus simple. Donc je récapitule, vous avez deux méthodes. Bon, soit vous calculez le champ créé par un cercle et vous le prenez comme charge élémentaire, soit vous prenez un élément de charge D de Q et vous calculez, faites le calcul direct. Bien, ce type de calcul, hein, on l'utilise par exemple, si vous avez pour une sphère par exemple chargée en volume, on peut déterminer le champ créé par une sphère chargée en surface et puis, si vous avez une sphère chargée en volume, on peut le partager en plusieurs sphères chargées en surface de rayon R et d'épaisseur D de R. On peut utiliser aussi cette méthode, cette méthode pour passer par exemple, vous avez un disque qui est chargé en surface, partout en surface. On peut déterminer d'abord le champ créé par un cercle, d'accord. Ensuite, subdiviser le disque en plusieurs cercles de rayon petit r et d'épaisseur D de R et utiliser le champ créé par un cercle pour déterminer le champ créé par le disque. Vous voyez, cette méthode, on peut l'utiliser plusieurs fois. Bien, revenons à notre exercice. Il nous reste encore une dernière question. C'est calcul de potentiel. Et là, il faut faire très attention. Calcul du potentiel. Calcul de V. Vous savez tous, bien sûr, que E égale à moins gradient de V. Mais, faites attention, je ne peux pas prendre ce champ E et poser égal à moins gradient de V et déterminer E. Parce que ça, c'est un champ calculé en un point bien déterminé O. Donc, je ne peux pas déterminer le champ par E moins gradient de V dans ce cas-là. Si il faut utiliser E égale à moins gradient de V, il fallait calculer le champ non pas en point O, mais en un point M d'abscisse X quelconque. Et dans ce cas, utiliser E égale à moins gradient de V. Donc, dans ce cas, il faut faire le calcul direct. Tout simplement, calcul direct. Comme tout à l'heure, je prends mon élément de charge D de Q, va me donner un champ D de V qui est par définition D de Q sur 4pi epsilon 0 petit r, petit r, et après, bien sûr, avec D de Q, c'est sigma D de S, et D de S, c'est R, D de θ fois D de R, et voilà, donc ça me donne D de V. Bon, le calcul du potentiel il est plus simple parce que vous voyez toujours, c'est un scalaire. Donc, j'ai remplacé donc, D de Q par sigma D de S. Donc, j'ai pris un cercle de rayon grand R. Donc, D de S, on a dit c'est R, D de θ fois D de R. Donc, l'épaisseur, c'est D de R.
Et voilà, bien sûr, θ, on va l'intégrer entre 0 et 2pi. Lui, il va se simplifier. Il va rester sigma grand R sur 2 epsilon 0 d de R sur petit r. Donc, grand R varie petit r. On va tout exprimer en fonction de grand R comme tout à l'heure. Il suffit de remarquer que sinus alpha, c'est grand R sur petit r. Donc, d de R, c'est d grand R sur sinus alpha. Donc, je remplace d de R par d de grand R sinus alpha. Et vous voyez bien que sinus alpha, c'est grand R sur petit r. Donc, ce terme va se simplifier avec sinus alpha. Et vous voyez bien que le potentiel d de V se réduit facilement. Donc, dans ce cas, d de V, il reste tout simplement quoi? Il reste sigma sur 2 epsilon 0. Sigma sur 2 epsilon 0 fois quoi? Fois d de R, c'est d grand R ici. D grand R fois d de grand R. Voilà. Et après, j'intègre, bien sûr, entre R1 et R2, entre R1 et R2, et je trouve le potentiel au point O, c'est sigma sur 2 epsilon 0, facteur de R2 moins R1. Voilà mon potentiel créé par ce disque. Donc voilà pour cet exercice, pas évident. C'est déjà parmi les exercices difficiles de l'électrostatique. C'est le cas du cône chargé en surface. Le cône chargé en volume, il est beaucoup plus simple. Bon, il est déjà traité sur la chaîne. Il suffit de taper « champ créé par un cône, la Hussein Haji ». Vous aurez accès à la vidéo. Ou bien cherchez-le sur la playlist électrostatique. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, la partager avec vos amis. Bon courage, likez la vidéo bien sûr. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.